Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le jeudi 26 mars, il est 8h30 et vous écoutez la matinale sur EDG FM. Au programme, une émission un peu particulière cette semaine encore puisque nous allons passer la prochaine demi-heure à parler et à analyser les résultats du second tour des municipales. On ira décrypter les résultats nationaux avant de se concentrer sur les résultats de quelques grandes villes et de finir par les résultats locaux. Et doublement particulière aujourd'hui puisque j'ai à la coprésentation Chiara avec moi. Vous avez compris, il y a un gros programme nous attend aujourd'hui, mais juste avant, place au Flash Info. Dans l'actualité ce jeudi, Emmanuel Macron rend hommage ce matin à Lionel Jospin. L'ancien Premier ministre socialiste décédé dimanche à 88 ans fera l'objet d'un hommage national à 11h aux Invalides. De nombreuses personnalités politiques sont attendues, dont le Premier ministre Sébastien Lecornu et plusieurs figures de la gauche. Un réseau d'arnaques aux faux conseillers bancaires est jugé à partir d'aujourd'hui à Paris. 11 personnes sont poursuivies pour avoir escroqué une centaine de victimes. Le préjudice est estimé à 740 000 €. Les suspects se faisaient passer pour des agents bancaires et récupéraient les cartes via des coursiers avant de vider les comptes. Une fraude en forte hausse ces dernières années selon la Banque de France. Le Parlement européen doit se prononcer aujourd'hui sur un durcissement de la politique migratoire. Les eurodéputés doivent notamment valider le principe de hub de retour, ces centres situés hors de l'Union pour accueillir des migrants. Le projet est soutenu par la droite et une majorité d'États membres, mais vivement critiqué par la gauche et plusieurs ONG. L'armée israélienne annonce des frappes à grande échelle en Iran. Plusieurs zones ont été visées, dont Ispahan, avec des attaques contre des infrastructures liées au régime iranien. Israël affirme répondre à des tirs de missiles venus d'Iran. Des sirènes d'alerte ont retenti dans le centre du pays, jusqu'à Jérusalem et en Cisjordanie. Les Émirats arabes unis disent également avoir activé leur défense antiaérienne face à des menaces de missiles et de drones. Et exploit du Français Arthur Fils à Miami, le joueur de 21 ans s'est qualifié pour sa première demi-finale en Master 1000 après un match marathon face à l'Américain Tommy Paul. Mené 6-2 dans le tie-break final, il a sauvé 4 balles de match avant de s'imposer après près de 3 heures de jeu. Arthur Fils affrontera demain le Tchèque Jiří Leheka pour une place en finale. C'est tout pour l'actualité ce jeudi à 8h30. Vous êtes toujours sur EDJ FM et on ouvre à présent notre séquence spéciale deuxième tour avec vous, Mégane Gomez. Les élections municipales 2026 viennent de livrer leur verdict au terme d'un second tour intense, entre une progression limitée du Rassemblement national, des Républicains qui résistent, des écologistes en net recul, des alliances à gauche qui n'ont pas toujours fonctionné et une participation toujours en baisse. Vous nous aidez ce matin à décrypter ces résultats. Les élections municipales viennent de s'achever et plusieurs enseignements importants ont marqué ce scrutin. Tout d'abord, l'extension limitée du Rassemblement national et de ses alliés. Si cette alliance a permis de remporter des victoires non négligeables dans certaines villes comme Orange, Carcassonne ou Nice, à l'inverse, de nombreux candidats placés en tête ou en ballotage très favorables lors du premier tour sont défaits à l'issue de ce second scrutin, à l'image de Laure Lavalette à Toulon ou encore de Julien Sanchez à Nîmes. À noter tout de même qu'une grande première s'est produite lors de ce deuxième tour. Le Rassemblement national et ses alliés de l'Union des droites pour la République ont remporté la quasi-totalité des communes dans le département du Vaucluse. Mais de façon plus globale, comme pour les précédentes élections municipales de 2014 et de 2020, le Rassemblement national ne parvient pas à s'implanter dans les grandes métropoles. Toujours à droite, les Républicains résistent plutôt bien après ces deux tours de scrutin. Oui, car si la droite parlementaire ne parvient plus à scorer lors des récentes élections présidentielles, elle peut en revanche se réjouir de ses résultats lors des élections locales. À l'issue de ce deuxième tour des municipales, le parti a remporté des victoires dans près de 2000 communes, dont certaines grandes villes, à l'image de Toulouse, où le maire sortant, Jean-Luc Moudrinque, a été réélu avec 53,8% des voix, ou encore à Bordeaux, où son allié centriste Thomas Cazenave l'a emporté sur le fil avec 50,9% des suffrages. Les Républicains ont aussi obtenu 2 victoires historiques dans des villes bastions de la gauche. Tout d'abord à Limoges, où Guillaume Guérin a récolté 51,2% des voix, puis à Clermont-Ferrand, où Julien Bonny a décroché la victoire avec 51% des suffrages. Et justement, la gauche, en rang dispersé pour ce second tour, a connu des résultats très contrastés. Et c'est l'un des enseignements majeurs de ces élections municipales. La gauche, en rang dispersé, morcelée, a vécu des résultats plutôt contrastés. Tout d'abord, du côté des écologistes, les résultats de ce second tour ne sont pas franchement positifs. Si le parti parvient à se maintenir à la tête de grandes villes comme Tours et Lyon, à l'issue de ce scrutin, il perd des mairies dans des grandes métropoles comme Besançon, Poitiers,
Annecy, Strasbourg ou encore Colombes, des défaites parfois au détriment des autres partis de gauche n'étant pas parvenus à établir des listes communes ou à bâtir des alliances durant l'entre-deux-tours. Néanmoins, à l'issue de ce deuxième tour, 2 partis parviennent à tirer leurs épingles du jeu. Oui, d'abord la France insoumise, qui remporte des victoires importantes dans de grandes villes, comme à Roubaix, où David Guéraud, l'un des porte-parole du parti, a récolté 53% des voix, ou au Tampon, à La Réunion, par l'intermédiaire d'Alexis Chaussalet, avec 45,2% des suffrages. Ensuite, le Parti socialiste, qui malgré les lourdes pertes dans des mairies de Clermont-Ferrand, Avignon ou Tulle, est parvenu à s'imposer dans de grandes villes, comme à Strasbourg, reprise aux écologistes, Amiens et bien sûr Paris avec Emmanuel Grégoire qui a récolté 50,62% des voix, ou encore à Marseille où le maire sortant Benoît Payan a été brillamment réélu avec 54,34% des suffrages. À noter également la victoire clé à Nîmes de la liste d'union de toutes les gauches portée par Vincent Bouget, membre du bureau politique du Parti communiste français, avec 42,1% des voix. Un dernier fait marquant et pas des moindres a été particulièrement remarqué, le faible taux de participation lors des 2 tours de ces élections. Si le taux de participation a grimpé d'un peu plus de 10 points entre le premier et le second scrutin, passant de 44% à 57%, cela reste toujours historiquement bas, en net recul par rapport aux élections municipales de 2014 et l'un des plus faibles taux depuis le début de la Ve République. Merci Megan pour cette analyse complète. On entend partout que les municipales seraient une répétition générale avant 2027. Pourtant, entre les bastions qui résistent et les séismes locaux, la réalité est bien plus nuancée. Alors, pourquoi est-il si risqué de transformer nos mairies en laboratoire de la présidentielle, Léa Canet ? Eh bien Chiara, depuis dimanche soir, la tension est immédiate. Lire ces municipales comme un premier test avant 2027. Qui progresse, qui recule, qui s'installe dans le paysage national, c'est un réflexe classique, mais c'est aussi une erreur d'analyse. Pour cela, il suffit de regarder en arrière pour s'en convaincre. En 2020, le Parti socialiste et les Républicains dominent encore largement les territoires. 2 ans plus tard, à la présidentielle, ils s'effondrent. Le message est clair, l'ancrage local ne fait pas une dynamique nationale. La carte des mairies n'est pas la carte de l'Élysée. Pourquoi ce décalage ? Parce qu'on ne vote pas pour la même chose. Au municipal, on choisit un maire, une équipe, un bilan concret. C'est une élection de proximité, presque du quotidien. À la présidentielle, on vote pour une vision du pays, une ligne politique, une incarnation. Les enjeux changent, donc les comportements aussi. Et justement, le comportement électoral est très différent. Au municipal, les électeurs sont beaucoup plus souples, beaucoup moins partisans. Ils peuvent voter pour une équipe de gauche dans leur ville et faire un choix totalement différent à l'échelle nationale. Le vote est plus pragmatique, parfois même personnel. Il échappe largement aux logiques politiques traditionnelles. Mais il y a un autre élément à mentionner, encore plus structurant, souvent ignoré, la réalité du terrain électoral. Sur environ 35 000 communes, près de 68% n'avaient qu'une seule liste au premier tour. Dans ces cas-là, il n'y a même pas de compétition, le résultat est quasiment acquis d'avance. À l'inverse, les duels concernent environ un quart des communes et les configurations vraiment ouvertes avec plusieurs villes restent minoritaires, concentrées dans les grandes villes. Autrement dit, quand on parle de résultats nationaux, on mélange des situations qui n'ont rien à voir entre elles, des villages sans étiquette politique, des communes sans opposition et quelques grandes villes très politisées. L'écrasante majorité des votes ne correspond pas à un affrontement entre partis nationaux. Dans beaucoup de communes, on vote pour des personnes, pour des collectifs et parfois même pour des voisins. À cela s'ajoute tout ce qui rend la lecture encore plus floue, les alliances locales souvent différentes d'une ville à l'autre, la prime au sortant très forte et des configurations parfois très personnelles. Un maire bien installé peut être reconduit indépendamment du contexte national. Là encore, la logique est locale, presque autonome. Et pourtant, chaque soir d'élection, le même récit se met en place. Les responsables politiques mettent en avant les villes qu'ils ont gagnées pour dire « les Français nous soutiennent » et passent beaucoup plus vite sur celles qu'ils ont perdues. C'est de la communication plus que de l'analyse. Ces municipales disent des choses, bien sûr. Elles parlent d'implantation, de terrain, de dynamique locale. Mais elles ne dessinent pas une trajectoire présidentielle. Vouloir y voir une répétition générale de 2027, c'est projeter une lecture nationale sur un scrutin qui par nature ne l'est pas. Et au fond, c'est oublier une évidence. Ici, on ne vote pas pour le même enjeu. Merci Léa. Les municipales ne sont donc pas le premier tour de 2027, mais un scrutin à part qui obéit à ses propres règles. En politique, la carte des mairies n'est jamais celle de l'Élysée. Le terrain, c'est raison que la présidentielle ignore.
Les résultats du second tour des municipales à Paris réservent eux aussi leur lot de surprises. Malgré une participation élevée à 61,60% et une campagne marquée par des alliances et des retraits stratégiques, la droite n'a pas réussi à s'imposer. Décryptage avec Thomas Noël. Absolument tout semblait réuni pour faire basculer Paris. Alliance, retrait de liste, soutien venu de toute la droite jusqu'au sommet de l'État. Et pourtant, ça n'a pas suffi. Dimanche soir, ce fut un échec net pour Rachida Dati. Une campagne pensée pour gagner, mais qui échoue dans une ville historiquement ancrée à gauche. Même dans son propre camp, le constat est lucide. Julien Aubert, vice-président du Parti des Républicains, reconnaît une défaite dans une capitale qui reste difficile à conquérir pour la droite, et ce malgré une stratégie d'union très large. Rachida Dati avait reçu des soutiens allant jusqu'à Reconquête avec le retrait volontaire de Sarah Knafo pour maximiser ses chances, mais la dynamique n'a pas pris et Rachida Dati n'a réuni que 41,52% des suffrages. Et pourquoi ça n'a pas fonctionné, Thomas ? D'abord, un pari politique risqué. Miser sur Emmanuel Macron pour élargir son électorat, ce rapprochement a divisé, y compris dans son propre camp, et ça n'a pas permis de capter durablement les voix centristes. Ensuite, une campagne jugée clivante, très centrée sur sa personne, elle n'a pas réussi à élargir au-delà de son socle. Son style offensif, très identifié, a pu mobiliser ses soutiens, mais aussi freiner une partie des électeurs dans une ville où la sociologie évolue vers la gauche. Enfin, des divisions persistantes. Malgré les retraits au second tour, la droite et le centre sont restés fragmentés pendant toute la campagne, limitant donc les reports de voix. Et même là où une union semblait acquise, les reports n'ont pas toujours suivi. Une partie de l'électorat centriste, notamment celui de Pierre-Yves Bournazel, s'est finalement tournée vers Emmanuel Grégoire, en dépit de la fusion des listes. Mais ce ne fut pas le seul échec de ces élections municipales à Paris, Thomas. Et non, la gauche aussi a perdu. Sophia Chikirou pour la France Insoumise avait fait le choix de se maintenir au second tour. Un objectif clair, celui de peser, voire faire tomber le candidat socialiste. Mais là encore, le pari échoue. Avec ses 7,96% récoltés à ce deuxième tour, la candidate n'est pas parvenue à s'imposer comme une alternative crédible. Et au-delà de ces défaites, il y a aussi un gagnant clair. Le député socialiste obtient 50,52% des suffrages. Ancien premier adjoint d'Anne Hidalgo, Emmanuel Grégoire s'inscrit dans une forme de continuité avec un style plus discret, plus technicien. Il se dit être ni son candidat ni son héritier. Sa campagne moins spectaculaire que d'autres candidats pour ces municipales à Paris s'est appuyée sur un travail de terrain et sur l'ancrage historique de la gauche dans la capitale. Soignons donc sa mise en scène. Il est arrivé également avec son équipe dimanche soir en Vélib, une image qui a un peu tourné partout à l'hôtel de ville, accueilli par la maire sortante, une rose à la main qui lui remet symboliquement les clés de Paris. La hache de guerre semble donc bien enterrée entre les deux socialistes. Derrière le coup de com' cycliste, c'est surtout la confirmation d'un rapport de force politique. Paris reste une ville majoritairement acquise à la gauche. Et cette logique se retrouve dans les arrondissements pour ce second tour municipal ? Alors à l'Est, les bastions de gauche confirment bien leur domination. Dans le 20e arrondissement, la liste socialiste dépasse les 53%. Dans le 12e, Lucie Castet, ancienne candidate de la gauche unie pour le poste de Premier ministre, s'impose également. À l'Ouest, la droite résiste. Rachida Dati conservait bien le 7e arrondissement dès le premier tour et ses listes arrivent largement en tête dans les 8e et 17e. Mais là encore, un décalage apparaît. Dans certains arrondissements, les listes de droite réalisent de meilleurs score que la candidate elle-même à l'échelle parisienne, un signe donc que la campagne de Rachida Dati, très personnalisée, n'a pas toujours convaincu au-delà de son noyau électoral, et une fracture géographique globale qui reste au final assez classique, confirmant une nouvelle fois dans ces municipales. Et de son côté, Emmanuel Grégoire devrait officiellement s'installer dans son bureau à l'hôtel de ville de Paris dimanche prochain. Pas de retournement de situation à Lyon. Talonné de très près au premier tour par les 36,8% de Jean-Michel Aulas, le maire sortant Grégory Doucet a été réélu dimanche dernier. Daniel Kolchanov. Il faut savoir perdre jeudi pour gagner dimanche. C'était les mots de l'ex-président de l'OL après l'élimination de son équipe de cœur en Europa League la semaine dernière, et il l'aura imité à la perfection le week-end dernier. Le jour de son anniversaire, l'homme de 77 ans a vu sa fête gâchée aux alentours de 21h quand les estimations de vote ont révélé que Grégory Doucet était en tête. Un peu plus tard dans la soirée, c'était confirmé, le maire sortant a été réélu avec 50,7% des voix. Moins de 3000 votes séparent les deux candidats. Une victoire in extremis. N'est-elle pas due en partie à son alliance avec la France Insoumise au second tour ? C'est vrai qu'on pourrait dire que les graines semées dans ce rapprochement ont profité à Grégory Doucet. Au premier tour, l'écologiste a récolté près de 80 000 voix, Anaïs Bellouassa-Chérifi de la France Insoumise 21 000, sans oublier les autres listes de gauche qui n'ont pas réussi à atteindre le tour suivant, comme celle de Nathalie Perrin-Gilbert,
notamment soutenue par le Parti radical de gauche, qui a rassemblé environ 7500 votes, tout comme celle de Georges Kenepekian et celle de Delphine Bridet, soutenue par Lutte ouvrière, qui a obtenu 1000 votes. Grégory Doucet a donc pu sûrement bénéficier de ces votes pour faire barrage à Aulas, afin d'être élu au second tour avec environ 105 000 voix en sa faveur. C'est quand même un sacré coup de massue pour Jean-Michel Aulas. Comment a-t-il réagi ? Alors tout n'est pas encore fini, le patron de Cœur Lyonnais a annoncé avoir saisi la justice et déposé un recours. Selon lui, de nombreuses irrégularités ont été constatées. Selon son équipe, un recours dressera la liste de toutes les irrégularités relevées et sera déposé devant le tribunal administratif avant vendredi 18h. Parmi les exemples cités, les bulletins de propagande du candidat de l'Union de la gauche et des écologistes n'auraient pas été imprimés dans les bonnes couleurs, mais Aulas pointe également l'organisation de certains bureaux de vote. Mais problème, en France, on ne recompte pas les bulletins parce qu'ils sont détruits. Une fois le recours déposé, la procédure suit un calendrier précis. Le tribunal administratif dispose de 3 mois pour statuer. En cas d'appel, le Conseil d'État a 6 mois supplémentaires pour trancher. Au total, la procédure peut donc s'étirer sur au moins 9 mois. C'est déjà arrivé à Aix-en-Provence en 2009, où certains propos et insinuations d'une nature et d'une gravité inadmissibles ont constitué des manœuvres ayant pu fausser les résultats du scrutin, avait alors jugé la haute juridiction. Il faut donc vraiment que ce soit grave pour qu'une élection soit annulée. Le parti de Jean-Michel Aulas vient de remporter les élections métropolitaines, il aura donc un rôle à jouer. En effet, il est là le cadeau de consolation pour l'anniversaire de l'homme de 77 ans désormais. C'est la victoire de Véronique Sarcelli, candidate Cœur Lyonnais et maire de Sainte-Foy-les-Lyons, qui est pressentie à la présidence de la métropole de Lyon. 10 circonscriptions sur 14 ont été remportées par Cœur Lyonnais, dont une stratégique, celle de Lyon-Ouest, où Jean-Michel Aulas est en 3e position sur la liste. Il siégera donc au Conseil métropolitain et devrait être premier vice-président. Une cohabitation qui s'annonce tendue. Comment la ville et la métropole vont-elles gérer cette configuration ? Il faut déjà se demander quel est le rôle de la métropole de Lyon et quel est son champ d'action. Cette collectivité aux compétences élargies, unique en France car elle est élue au suffrage universel direct, mène des politiques en matière d'aménagement, de transport ou encore de logement dans 58 communes. La métropole a donc le pouvoir sur la voirie et les transports dans Lyon. Si Véronique Sarcelli décide de geler certains projets de piétonisation chers à Grégory Doucet, le maire n'aura que très peu de leviers juridiques pour s'y opposer. On risque d'avoir une ville au ralenti en termes de projets si les deux camps n'arrivent pas à s'entendre. On a donc d'un côté le retour des grands projets portés par l'idéologie d'Aulas, avec la création d'un nouveau métro E, le projet de méga-tunnel de 8 km sous Fourvière et en dépiétonisant le centre-ville, et de l'autre, une ville à taille d'enfant que porte Doucet avant la poursuite d'une végétalisation radicale et la multiplication des pistes cyclables dans l'épicentre lyonnais et ses alentours. Merci Daniel. Le conseil municipal d'installation du maire Grégory Doucet se déroulera demain. L'écharpe tricolore, comme le veut la tradition, lui sera remise par le doyen du conseil qui n'est autre que Jean-Michel Aulas. Cap à présent sur les élections municipales à Marseille. Le maire sortant et socialiste Benoît Payan a été réélu dimanche lors du second tour, devant le candidat du Rassemblement national qui le talonnait de près la semaine dernière lors du premier scrutin, Mégane Gomez. Après un premier tour serré et indécis, celui-ci est sans appel. Avec 54,3% des voix, le maire sortant Benoît Payan et sa liste du printemps marseillais, issue d'une union de la gauche sans la France insoumise, a été réélu à la tête de la mairie de Marseille. Un pari risqué, mais remporté pour Benoît Payan, qui a décidé durant l'entre-deux tours de refuser la main tendue par la France insoumise pour allier sa liste. Une victoire écrasante donc, presque sans appel, reléguant le candidat du Rassemblement national, Franck Alizio, avec un peu plus de 14 points derrière, réunissant 40,3% des suffrages. La candidate des Républicains et du Centre, Martine Vassal, est elle arrivée en 3e et dernière position avec à peine 5,3% des voix. Et c'est une logique qu'on retrouve dans les arrondissements et les mairies de secteur. Oui, ou presque. Car même si Benoît Payan l'a brillamment remporté face au candidat du Rassemblement national, pour ce qu'il est des mairies de secteur, la victoire est plutôt partagée. Les candidats du Parti socialiste aux côtés
aux côtés de Benoît Payan, sont arrivés en tête dans les 1er, 2e, 3e, 4e, 7e et 8e arrondissements, tandis que les candidats du Rassemblement national sont arrivés en tête dans les 5e et 6e arrondissements. Mais voilà, ces secteurs sont plus importants et le rapport de force au conseil municipal, comme pour celui de la métropole, risque dans les faits d'être beaucoup plus équilibré. Et justement, qu'en sera-t-il après le résultat de ces élections municipales de l'avenir de la présidence de la métropole ? Eh bien, c'est l'autre grand enjeu du résultat de ces élections. Difficile d'imaginer Martine Vassal garder le siège de la présidence de la métropole après avoir subi un tel revers électoral lors de cette élection municipale. La candidate a peiné à convaincre et à rassembler au terme d'une campagne aux nombreuses polémiques, à l'image de son slogan « Travail, famille, patrie », pas censé rappeler la devise du régime de Vichy. En off, certains de ses proches évoquent désormais un avenir sénatorial pour la chef de file des Républicains à Marseille. Le siège de la métropole devrait donc se jouer une nouvelle fois entre Benoît Payan pour la gauche marseillaise et Franck Alizio pour le Rassemblement national. Merci Mégane. L'installation du maire Benoît Payan se déroulera samedi à 10h. Quant à l'élection de la présidence de la métropole, il faudra encore attendre quelques semaines. Voilà pour l'essentiel des résultats nationaux. Avant de poursuivre et d'ouvrir notre segment local, on écoute Young American Heart de Benson Boone sur EDJ-FM. C'était Benson Boone sur EDJ-FM. On enchaîne maintenant avec le volet local des élections municipales. Le verdict est tombé. Nice change de visage et d'équilibre politique. Retour sur un scrutin électrique qui marque un tournant définitif pour la Côte d'Azur. Léa Canet. À Nice, ce scrutin dépasse largement le cadre politique et le cadre politique d'une simple alternance. C'est une rupture nette, presque brutale dans la vie politique locale. Avec 48,5% des voix, Éric Ciotti s'impose clairement face à Christian Estrosi qui tombe avec un peu plus de 37%. L'écart est important, sans contestation possible, et il met fin à près de 20 ans de domination de Christian Estrosi sur la ville, mais surtout Nice bascule politiquement. La 5e ville de France passe sous le contrôle d'une alliance entre la droite dure et le Rassemblement national, et ça, c'est un tournant. Ce basculement ne sort pas de nulle part, il s'inscrit dans une fracture ancienne. Éric Ciotti et Christian Estrosi viennent du même camp, de la même histoire politique. L'un a même été l'attaché parlementaire de l'autre, mais depuis plusieurs années, leurs trajectoires divergent. D'un côté, une ligne d'ouverture vers le centre, assumée par Christian Estrosi. De l'autre, une stratégie de rapprochement avec l'extrême droite, portée par Éric Ciotti. Et ce scrutin vient trancher ce duel idéologique. À Nice, c'est la ligne Ciotti qui l'emporte. Ce résultat dit aussi quelque chose de plus large. La fracture de la droite française. Dans l'entre-deux-tours, Christian Estrosi s'est retrouvé très isolé. Bruno Retailleau, à la tête des Républicains, a refusé de lui apporter son soutien. Un refus assumé au nom de désaccords politiques profonds, notamment sur ses positions jugées trop ouvertes vers le centre et la gauche. Et ce choix est révélateur. Une partie de la droite préfère aujourd'hui ne pas faire barrage à l'extrême droite, plutôt que de soutenir un candidat perçu comme trop compatible avec le macronisme ou la gauche. Il faut aussi regarder le climat de campagne. À Nice, il a été particulièrement tendu, parfois même délétère, entre polémiques, affaires et épisodes très médiatisés comme cette tête de porc déposée devant le domicile de Christian Estrosi. Le débat de fond a souvent été relégué au second plan et la couverture médiatique a accentué ce phénomène. Le face-à-face Ciotti-Estrosi a largement dominé au point d'éclipser les autres candidats. Les alternatives, notamment à gauche, ont été beaucoup moins visibles avec un temps de parole réduit. Résultat, une campagne très polarisée, presque verrouillée autour de deux figures. Et puis il y a la sortie de scène. Christian Estrosi ne se contente pas de perdre. Tout à fait, Chiara. Il décide de se retirer complètement. Pas de siège dans l'opposition, ni au conseil municipal, ni à la métropole. C'est une rupture totale qui laisse le camp modéré sans leader local, sans figure de référence face à la nouvelle majorité. Au fond, Nice devient un cas politique très intéressant. On y voit à la fois une recomposition de la droite, une normalisation de certaines alliances et un effacement progressif des lignes traditionnelles. Et c'est sans doute ça la vraie lecture de ce scrutin. À Nice, on n'a pas simplement changé de maire, on a changé d'équilibre politique. Plus qu'une élection, ce basculement à Nice sonne comme le point final d'une ère politique. En se retirant totalement, Christian Estrosi laisse une ville en pleine mutation, désormais laboratoire d'une union inédite à droite. Avec 14,2% des voix au second tour, la candidate de gauche Juliette Chenel-Leroux s'est maintenue. Un choix politique dénoncé dimanche soir par Christian Estrosi dans son discours. Un reportage de Thomas Noël.
Pour Christian Estrosi, la responsabilité est claire. Le maintien de la gauche au second tour aurait favorisé la victoire d'Éric Ciotti. Une analyse partagée par ses soutiens, notamment Léa Corradi, présidente des Jeunes avec Estrosi. Si Madame Chenel s'était retirée, est-ce qu'on n'aurait pas gagné? La réponse est oui. On n'aurait pas repris l'intégralité de ses voix, mais juste 10% ça aurait suffi. Pour moi, Madame Chenel et Madame Tondelier portent la responsabilité de ce qui s'est passé à Nice. Un raisonnement contesté par l'intéressée et candidate écologiste Juliette Chenel-Leroux. Même si on s'était retiré, même si on avait fait une fusion avec Christian Estrosi, il n'aurait pas gagné parce qu'il aurait perdu les voix de la gauche. Évidemment, moi je ne me réjouis pas du tout de voir l'arrivée d'Éric Ciotti et de l'extrême droite à la mairie de Nice. Mais on ne peut pas dire que c'est la gauche qui a fait venir l'extrême droite à Nice. Sur le terrain, certains électeurs nuancent eux aussi cette responsabilité politique, comme Michel. Chenel-Leroux, elle est restée sur ses positions. On savait très bien qu'avec le score qu'elle avait fait, elle ne pouvait pas être élue. Mais en fait, ça a permis aux gens de confirmer leur vote du premier tour. Et puis en fin de compte, entre Ciotti et Estrosi, on ne vote plus pour un parti, c'est pour l'homme en fin de compte. Alors que la députée écologiste Sandrine Rousseau a dit regretter ce jeudi dernier la décision de la candidate de se maintenir au second tour des élections municipales à Nice, la question des responsabilités reste ouverte dans un paysage niçois recomposé qui pourrait bien peser sur les équilibres pour 2027. Direction Menton à présent. Depuis dimanche, la Cité du Citron est entre les mains du Rassemblement national. La députée du RN Alexandra Masson a remporté le second tour des élections avec 49,09% des voix, devant l'union entre Sandra Peire et Louis Sarkozy, qui obtient, elle, 34,69% des suffrages. Le candidat Florent Champion est arrivé dernier avec 16,22% des voix. Un résultat qui annonce un changement majeur dans le paysage politique mentonais. Reportage de Victor Andrès. Ce lundi matin, devant la permanence électorale d'Alexandra Masson, nouvelle maire de Menton, la bonne humeur dominée après la victoire au second tour. À l'image d'Ida Ferrari, conseillère régionale élue dans la liste de la nouvelle maire, les élus sont désormais optimistes pour réussir cette transition. Un gros renouveau. La ville de Menton est en train de mourir et nous comptons, et je compte beaucoup sur elle car je lui fais entièrement confiance pour qu'on réussisse. David Marquisio, directeur de la campagne menée par Alexandra Masson, c'est lui féliciter de la réussite de son camp, sans oublier de viser son concurrent. Maintenant, on va tourner une page, on va s'efforcer de rester la tête froide et de travailler avec tous les Mentonnais. Mais avant de construire quoi que ce soit, on va remettre Menton sur les rails. Parce que là, on part à -20, il faut déjà remonter à 0 et après, on aura des beaux projets. Du côté des électeurs, on attend de pied ferme le respect du programme proposé, et notamment sur 3 thématiques précises. La propreté. Les chiens, ça devient abominable dans Menton. Le bruit, de plus en plus de bruit. La sécurité, je trouve que c'est aussi quelque chose d'important. Mais franchement, les 2 premières, pour moi, sont très importantes. Cette élection historique à Menton symbolise désormais un renouveau pour la ville azuréenne, marquée par une période délicate après la condamnation d'1 an de prison visant le maire sortant. Comme chaque jeudi, on fait le point sur les principaux rendez-vous culturels à venir à Nice et dans la région. Et on commence ce week-end culturel dès vendredi, direction le jardin Albert Ier pour Belay Gourmand. 2 soirées gratuites de 17h30 à 22h30 où musique, gastronomie et vins locaux se rencontrent dans une ambiance festive et 100% niçoise. Samedi à 10h, la matinée démarre à la bibliothèque Raoul Mille à la gare du Sud. Une conférence gratuite pour mieux comprendre le rôle des émotions entre neurosciences et psychologie du stress et leurs effets sur notre équilibre global. L'après-midi à 14h, la maison de l'étudiant vous plonge dans l'univers du Japon. Manga, cosplay, origami, calligraphie ou encore doublage d'animé, un événement gratuit et immersif. À 15h, place à la danse à l'auditorium Joseph Cosma du Conservatoire, un spectacle anniversaire qui célèbre 10 ans de collaboration entre danseurs et orchestres autour du concerto en sol de Ravel, entre création chorégraphique et surprise musicale. Enfin dimanche, cap sur les jardins des arènes de Simiez pour la traditionnelle fête des Cougourdons de 10h à 18h, un rendez-vous festif pour célébrer le printemps entre artisanat, musique folklorique, spécialité niçoise et animation pour petits et grands. Et à 15h, direction le centre culturel La Providence pour Montchâteau-Corps, une pièce accessible dès 8 ans, un spectacle sensible et poétique autour du rapport au corps porté par la compagnie BAL. Voilà pour les sorties du week-end à Nice. On jette maintenant un œil au ciel pour voir ce qui nous attend avec vous, Chiara Mariani.
Alors que la France était plongée dans le froid hier, retour au normal de saison après un pic de chaleur express à Nice. Les températures oscillent aujourd'hui entre 10 et 16 degrés. La matinée s'annonce nuageuse, mais le soleil se dévoile dans l'après-midi avec quelques éclaircies. En revanche, des rafales de vent restent à prévoir dans la journée, jusqu'à 65 km/h ce matin, puis environ 50 km/h dans l'après-midi. Ce vent devrait finir par tomber en début de soirée. Quant à demain, grand soleil, des températures comprises entre 9 et 15 degrés ainsi qu'un très faible vent nous mettront en joie à l'approche du week-end. Samedi, le soleil sera avec nous jusqu'en fin de matinée. Dans l'après-midi, malgré quelques éclaircies, le ciel se couvrira jusqu'au soir. Les nuages s'en iront finalement dimanche en milieu de journée, laissant la place à un ciel clair. Les astres semblent donc alignés pour nous permettre de profiter des dernières rayons de soleil du week-end, puisque le passage à l'heure d'été aura lieu dans la nuit de samedi à dimanche. De quoi nous remonter le moral en ce début de printemps. Et c'est déjà la fin de cette matinale. Merci aux chroniqueurs pour leurs analyses. Merci à Chiara pour la coprésentation de cette émission. Et merci à Daniel Kolchanov à la régie. Enfin, merci à vous de votre fidélité et de votre écoute. On se retrouve la semaine prochaine dès 8h30 pour une nouvelle matinale. Très belle journée à toutes et à tous sur EDG FM.